La plupart des sociétés créent leurs produits en Chine, collent leur étiquette en France et les vendent en France. Nous, c'est pas notre idée, c'est pas notre but. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, je reçois Romain Masboeuf qui est cofondateur et responsable des opérations chez E-Line. Salut Romain, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler d'un sujet glisse, d'un sujet tech, un sujet qui va nous intéresser, puisque tu es à l'origine des premiers skis électriques, ou on peut dire e-ski. Est-ce que tu peux nous présenter concrètement ce que tu fais chez E-Line, ce qu'est E-Line, et après on prendra le temps de parler un peu de ton CV, de ton parcours, Allez. et comment tu es arrivé à nous proposer ce modèle de kiff un peu nouvelle génération. Ok, très bien. Bah déjà, Romain Masboeuf, moi ce que je fais chez Line, en gros, je m'occupe un peu de toute la partie opérationnelle. Donc c'est vraiment le côté où on touche à tout. On essaye de vraiment que tout se coordonne correctement. Donc moi de base, je suis plus dans la logistique. Donc je m'occupe aussi de toute la partie supply chain. Donc c'est vraiment l'idée. Et E-Line, c'est quoi ? E-Line, c'est vraiment une start-up. C'est vraiment une start-up qui veut révolutionner le monde de la mobilité de demain. Donc avec sa première marque, on va dire, Squill. Donc les skis électriques tout terrain. Donc le but c'était vraiment de reproduire les sensations du ski sur tout type de surface, que ce soit sur la terre, sur le gravier, sur le sable, sur l'herbe. Et donc c'est un produit exceptionnel qui monte à 80 km/h, bridé à 25 bien sûr pour la ville, et avec beaucoup d'avantages sur ce produit, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. On va prendre le temps d'en parler évidemment parce que ça fait partie des... Quand tu parles de mobilité de demain, mobilité douce, c'est des sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Romain, tu as parlé j'ai parlé de cofondateur, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu as monté ça ? Exact. En fait, c'est... pour revenir un peu à la source, c'est Antoine, mon frère, donc qui a 4 ans de plus que moi, qui un jour a eu l'idée, il y a 7-8 ans, quand il revenait d'une semaine de vacances au ski, qui s'est dit, mais attends, on peut pas skier, enfin on skie que 3-4 fois dans l'année. Il était dans le bus en rentrant avec ses potes, et là il se dit, mais attends, j'ai envie de créer un produit qui peut vraiment retrouver ces sensations-là, mais tout le temps et partout. Et du coup, pendant 7 ans, il a vraiment bossé sur le sujet. Donc il est rentré il avait aucune connaissance en ingénierie, ni en électronique. Et il est rentré dans une société d'ingénierie, il s'est dit, attends, mais il faut que j'apprenne, il faut que je le fasse. Donc il a prototypé en plus de ses heures de taf. Et pendant 6 ans, il a sorti 3 protos. Et le 3e était fonctionnel. Et en fait, il n'y avait pas ce système de pivot de la roue avant qui nous permettait vraiment de retrouver cette sensation de ski. Et au fur et à mesure, il a réussi à trouver un système pour développer ça. Et en fait, à ce moment-là, il m'a dit, Romain, il faut que tu me rejoignes, il faut qu'on y aille. Donc on s'est lancé comme ça et on avait besoin de quelqu'un d'autre parce que voilà, moi je suis vraiment plus sur la partie opérationnelle, Antoine sur la partie, on va dire, ingénierie, et il nous fallait vraiment quelqu'un dans la partie commercialisation, communication, etc. Donc on s'est associé avec Joseph Dairel, 3e associé d'E-Line. Aujourd'hui, tu es à la tête de E-Line. Le parcours n'a pas été linéaire. Tu as fait plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens ? Je vois un diplôme d'une école de communication. Je vois un passage aussi en conseiller vente. Je vois un parcours assez hétérogène. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé, comment tu as évolué ? Exact, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique pour être avec toi. Moi, j'ai commencé tout d'abord par une école d'hôtellerie de luxe, donc j'ai fait Vatel, que j'ai arrêté au bout de 6 mois en fait, parce que voilà, le monde du luxe n'était pas fait pour moi, clairement. Et de fil en aiguille, je voulais continuer de bosser, donc j'ai travaillé dans un restaurant et j'ai rencontré un paysagiste. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc j'ai fait 1 an de travail en CDD avec lui et je me suis dit non, il faut que je reprenne les études. Donc là, je me suis lancé dans un BTS aménagement paysager. Donc j'étais ouvrier paysagiste pendant 2 ans et demi. Et après ça, en fait, moi j'ai toujours rêvé de l'événementiel. C'est ce qui m'a toujours botté tout mon parcours chez Vatel. Donc je suis rentré en école d'événementiel de relations publiques chez Esupcom. Donc j'ai fait cette alternance, mais j'arrivais pas à trouver d'alternance. Enfin, j'ai fait cette école, mais j'arrivais pas à trouver d'alternance. Donc au bout de quelques mois, j'ai un ami qui m'a parlé d'une société de logistique dans la plante d'intérieur. Vu que je venais du domaine du paysage, je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut y aller. Et en fait, je suis rentré dans la logistique comme ça. Donc au bout de quelques mois, je suis passé rapidement responsable adjoint d'entrepôt. Et au final, j'ai mon ancien patron du paysage qui m'a débauché en tant que responsable des opérations dans sa société de paysage, qui avait une 20aine de personnes à l'époque. Tu noteras la plante dans ton dos qui est quand même assez inédite. Hein. On a fait un gros boulot pour la sélectionner. J'espère que tu l'apprécies et que vous aussi vous l'appréciez. Le passage à la création de E-Line au côté entrepreneur, comment il s'est fait ? Parce qu'aujourd'hui, tu as cette casquette-là. Avant, tu étais en salarié. Comment tu as fait le switch entre les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ?
Bah, je pense que j'ai vraiment eu un déclic en fait quand j'ai été débauché par mon premier patron, donc Nicolas, et j'ai travaillé 3 mois avec lui, donc comme je viens de vous le dire, en tant que responsable des opérations. Donc c'était une vingtaine de personnes à gérer, d'une moyenne d'âge de 40-45 ans, donc pas facile quand t'avais 22-23 ans à l'époque. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, j'arrivais à la fin de ma période d'essai. Mon frère, c'était pile le même moment où son produit marchait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est le moment, il faut y aller. Et de ce jour-là, j'ai fini ma période d'essai et je me suis lancé. Avec ton frère. Exact. Question évidemment qui va faire sens et que je peux pas oublier. Est-ce que bosser avec son frère, c'est facile? Est-ce que tu le conseilles? Et est-ce que y a des démons du passé qui ressurgissent entre vous ou pas? Pour être honnête avec toi, mon frère et moi, on a 2 caractères totalement différents. Antoine, c'est un peu la tête pensante. Moi, je suis un peu le fonceur. Vraiment rien à voir. Mais on a toujours été très soudés, très liés. Et je pense que c'est aussi le but d'une fratrie. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir un frère aussi soudé que moi avec tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Et non, ça se passe franchement super bien. Mais il faut faire très attention. Comme travailler avec des amis, je pense que c'est très complexe. Il faut faire gaffe. Parce que souvent, on peut perdre des amitiés, on peut perdre de la fratrie. Moi, c'est ma plus grande peur, pour être honnête avec toi. De perdre mon frère à cause du taf, hein, clairement. Mais franchement, c'est le bonheur aujourd'hui. Comment tu fais la séparation entre le taf et la vie perso et avec ton frère, vu que tu dois quand même être souvent avec? Je sais pas s'il est à Paris aussi. Comment tu m'as dit qu'il y avait aussi un point à Annecy. Comment tu gères les deux? En fait, lui et nous, on est normands de base. Donc la société est basée en Normandie, donc à côté d'Honfleur, à Conteville. Et là, on a pris des petits bureaux à Paris dans le 18e. Donc on est dans une cave, c'est assez... on débute. Mais cette séparation-là, pour être entièrement honnête, je pense pas qu'on la fasse. C'est qu'on est toujours entre notre fratrie, c'est notre vie, notre société, c'est notre vie. Donc je pense qu'on vit avec aujourd'hui au quotidien, quoi. Donc il y a vraiment pas trop de séparation entre... on se voit, on parle de notre passion commune et on se voit aussi pour la famille, on se voit pour tout ça, quoi. Est-ce que c'est un moteur un peu particulier, du coup, la passion? Parce que beaucoup d'entrepreneurs montent des projets avec différents enjeux, différents objectifs, hein. Chacun a sa raison, mais là, j'ai l'impression qu'il y a le côté un peu passion, et un peu plus engageant, un peu plus prenant. Il y a ton frère, il y a la passion pour, j'imagine, la glisse pour tous les deux. Est-ce que c'est un vrai moteur particulier, ça? Je pense que oui, je pense que nous, on est des riders, c'est façon de parler, mais on a toujours été un peu dans le sport extrême. Moi, je suis dans le longboard, mon frère était beaucoup dans le roller, dans le ski. Et je pense que c'est vraiment une passion commune de se dire que on arrive déjà à développer un produit, enfin il a réussi à développer un produit qui fonctionne, qui nous permet non pas aujourd'hui de vivre, mais dans quelques mois, quelques années, je l'espère, et de se dire que on est ensemble. Et ça, je pense que c'est le principal et c'est vraiment le moteur de ce qui nous anime au quotidien. Tu vas devoir évidemment nous expliquer un peu le fonctionnement de tes skis connectés, tes skis électriques plutôt. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que c'est intégré pour n'importe quel terrain? Tu m'as parlé de mobilité douce. Est-ce que c'est votre seul produit mobilité douce, sachant que c'est un peu plus technique qu'une trotte ou qu'un vélo? Voilà, ce produit-là, à quoi il sert et comment on l'exploite? En gros, clairement, pour faire simple, c'est 2 platines motorisées. Donc il y a 2 moteurs par platine, donc 2 roues et 2 moteurs par platine. Donc c'est 600 watts par moteur. Pour actionner ces moteurs, c'est tout simple. Vous avez une manette qui vous permet d'accélérer, de freiner, de contrôler vos modes de vitesse. Et sur ce produit, on a développé du coup 2 brevets. Donc comme je vous ai dit, le premier sur le pivot de la roue avant. Mais pour revenir à la manette, cette manette, en fait, elle a 3 fonctions. La première, elle sert à solidariser les 2 skis. Comme ça, elle se met entre les deux et vous pouvez les mettre debout. À l'instar du roller, vous n'avez pas besoin de vous asseoir. La deuxième fonction, donc, comme je viens de vous le dire, c'est que vous pouvez accélérer, freiner, voir vos modes de vitesse. Et la troisième fonction, en fait, c'est après utilisation, vous allez resolidariser vos skis. Et elle est extensible, cette manette. Ce qui vous permet de déplacer votre produit exactement comme une valise. Après, en termes d'utilisation, c'est un produit qui est vraiment tout terrain. C'est le premier produit qu'on sort, donc c'est les Squill One. On peut aller, comme tu l'as dit, sur le gravier, sur la terre. Après, voilà, on peut pas, bien sûr, aller sur des grosses routes de montagne, dans les Alpes, sur des pistes noires en été. Ça, c'est clair et net qu'on peut pas. Mais on voulait sortir ce premier produit pour répondre à tout type de besoin, que ce soit urbain ou sportif. Et vraiment, là où moi je préfère en faire, par exemple, c'est sur les plages, sur la plage, sur les plages de Normandie, le sable bien dur, exceptionnel. Donc, en plus de ça, on a des batteries qui sont amovibles. Donc qui permettent de doubler, voire tripler ton autonomie. On a 30 km d'autonomie à 25 km/h. Donc voilà, c'est un peu toutes les particularités du produit. On peut aller au boulot avec tes skis connectés, avec tes skis électriques? Franchement, c'est le but. Le but, c'est en fait de retrouver le plaisir au quotidien de la glisse en allant au travail. C'est en même temps un sport. Donc on peut l'utiliser avec tout type de chaussures. C'est aussi vraiment la particularité de notre produit. On chausse et on déchausse en 15 secondes. La transportabilité, elle est vraiment accrue. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. On peut aller au travail, on peut aller chercher son pain. Mais on peut aussi bien faire des balades en montagne et en forêt, quoi.
Est-ce que ce marché-là de la mobilité douce, il est compliqué ou est-ce qu'il est porteur? On a l'impression que tout le monde en parle de cette mobilité douce. Et d'un autre côté, on enlève les trottinettes, donc on a que le vélo. Et le vélo, bah, c'est pas si nouveau. On voit les roues en solo, là, tu sais, les roues uniques, et qui, malheureusement, il faut être honnête, sont quand même hyper dangereuses. Ce marché-là, comment tu le sens? Est-ce que vous avez benché? Est-ce que tu sens qu'il y a des opportunités? Est-ce que vous vous rapprochez aussi des institutions, des villes qui peuvent mettre ça en place? Enfin, est-ce que pour vous soutenir aussi, est-ce que ce marché, tu peux nous en parler un peu? Je pense que de toutes les manières, c'est un marché qui est en plein essor et qui s'arrêtera jamais. On a vu vraiment les trottinettes électriques voir le jour à peu près en 2016-2017, enfin vraiment commencer à se développer. Tous les autres engins comme la Gyroroue, la One Wheel, etc. sont arrivés dans les années qui ont suivi. C'est pas un marché qui s'arrêtera demain, ça c'est clair et net. Après, bien sûr, il faut le réglementer. On est dans un flou juridique depuis 8-9 ans, depuis que c'est sorti. C'est très compliqué aujourd'hui de développer un produit, surtout en France, dans le hardware, parce que bien sûr, il y a toute une partie certification, il y a toute une partie produit, il y a tout ce qui s'ensuit. La plupart des sociétés créent leurs produits en Chine, collent leur étiquette en France et les vendent en France. Nous, c'est pas notre idée, c'est pas notre but. Le but, c'est vraiment de créer français. Et je pense que c'est avec cet acte de développement-là qu'on va pouvoir réussir, même si c'est un produit, bien sûr, qui a un coût. Mais de plus en plus, les gens sont adeptes de ça. Il y a des vraies communautés autour de ces produits-là. Pourquoi c'est important pour toi de produire en France? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement? Je pense que c'est aussi dans les valeurs de notre société E-Line et de la marque Squill. C'est vraiment de redorer, entre guillemets, l'industrie française avec tous les gros groupes qui se délocalisent. Aujourd'hui, je pense que c'est possible de produire en France. Bien sûr, aujourd'hui, nos quantités ne nous permettent pas de se fournir nos pièces en France. Un jour, ce serait le rêve, ou tout du moins en Europe. Mais c'est dans nos valeurs. Voilà, moi, on est normand, on est auvergnat, on reste français et c'est aussi le but, quoi. Produire en France et en Europe. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Sur le profil type, on reviendra un peu sur le futur de E-Line, mais sur le profil type, est-ce que tu as réussi vraiment à scinder des personas en termes de ciblage marketing? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se dire on a à la fois un produit mobilité douce pour des gens qui vont bosser et en même temps un produit kiff, un produit un peu vitesse, un peu du coup prise de risque, un produit un peu bonne humeur. Est-ce qu'on arrive à concilier les deux et du coup est-ce que vous avez vraiment désolidariser ces deux personas et il y a une com spécifique pour, tu vois ce que je veux dire, comment vous réussissez à gérer les deux? En fait non, je pense qu'on n'a pas voulu la désolidariser. Il est pas facile ce mot, hein. Il est pas facile la désolidariser parce qu'en fait on se dit que nous notre cible première c'est vraiment allez on va dire Luc 30 ans CSP+, adepte d'engins de micromobilité qui va en même temps au travail avec tous les jours mais qui aussi l'utilise en loisir tous les week-ends et qui peut retrouver ces sensations-là en même temps en ville et en même temps en sport outdoor. Donc il est débridé quand il est plus en ville? Comment ça marche? Aujourd'hui, nous on respecte la réglementation, donc il est bridé à 25 km/h. Après, il faut être honnête, il faut être réaliste, je pense. Tous les engins que vous voyez, les Gyroroue, les Solo Wheel, etc., peuvent se débrider. Mais bien sûr, encore une fois, moi je préconise de l'utiliser sur route privée, bien sûr avec le port du casque et une assurance qui est obligatoire. Je te pose la question parce que c'est vrai que c'est engageant. Là, aujourd'hui, on a des vraies strates qui sortent et qu'on voit. On a des trottinettes qui sont très urbaines, tu vois, assez petites, assez légères, ou en tout cas, voilà, avec 2-3 gammes. Et on a ces mêmes constructeurs qui directement passent aussi sur des gammes plus hautes, plus chères, mais plus, voilà, chemin de campagne, route en dehors des villes, avec un vrai casque. Et c'est vrai, la séparation est quand même vraiment bien faite, ce qui permet de sécuriser aussi les discours commerciaux. Là, aujourd'hui, ça peut peut-être effectivement être un sujet pour vous de se dire comment on fait ça, comment on adresse le public, sachant que la demande, elle est importante en ville quand même. Je pense que ça reste une prio. Peut-être que je me trompe. Non, du tout. Nous, je pense que la priorité, c'est la sécurité. On voit très bien aujourd'hui, moi j'ai mon collaborateur qui est motard, par exemple, moi qui roule plutôt en voiture, et on voit très bien aujourd'hui que tous les engins de micromobilité, que ce soit même des vélos qui sont pas électriques, c'est un peu n'importe quoi sur les accès routiers à Paris ou dans d'autres grandes villes de France ou même dans le monde. Et du coup, je pense que le but, c'est vraiment de le cadrer, ce marché de la micromobilité. Et c'est pour ça qu'aussi les produits sont chers et que la location a été enlevée. Parce qu'il faut pas le rendre accessible, on va dire, aux plus jeunes. Parce que c'est un peu eux qui en font n'importe quoi, on va dire, pour être honnête avec toi. Et je pense que c'est ça le danger aujourd'hui, en fait. C'est qu'on préfère des gens qui sont respectueux, qui savent ce qu'ils achètent, qui savent comment l'utiliser,
que n'importe qui peut le louer pour 5 euros les 20 minutes et qui l'utilise d'une mauvaise manière, entre guillemets, quoi. Aujourd'hui, t'es avec ton frère, tu bosses sur un projet quand même passion, on peut le dire. Qu'est-ce qui pourrait me représenter un élément un peu négatif dans ta vie de tous les jours, dans ton job? Est-ce qu'il y a un côté un peu que tu apprécies moins? C'est important pour ceux qui nous écoutent aussi de se dire que effectivement, ouais, je bosse avec mon frère, c'est cool. Le produit, il est canon, je me marre, on a un bon produit, mais il y a une réalité aussi peut-être sur des relations, sur des fournisseurs. Est-ce qu'il y a un côté un peu plus dark ou un peu plus relou pour toi? Moi, en fait, ce que je dirais, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et surtout dans un projet comme le nôtre, tu vois que la beauté de la chose, en fait, le truc merveilleux. Ok, c'est un produit de glisse, c'est un produit de ride, c'est fun, on monte à 80, franchement, c'est bonheur. Et quand tu te lances là-dedans, au tout début, tu te rends pas compte, je pense, que de tout ce que ça englobe. Et en fait, tu changes totalement ton mindset, tu changes totalement ta vie du jour au lendemain. Et tu te dis, mais en fait, je suis dedans. Et je pense le seul conseil que j'ai à donner, c'est prenez le temps pour vous, prenez le temps pour vos amis, prenez le temps pour votre famille, entre guillemets. Et je pense que c'est ça le côté dark, en fait. C'est le côté de te dire que t'es tellement dedans que tu laisses passer un peu d'autres choses. Tu laisses passer un peu ta vie perso, quoi. C'est vraiment plus ça le côté. Et aujourd'hui, tu arrives à trouver un équilibre parce qu'on est encore sur une phase de développement assez rapide, hein, j'imagine. Est-ce que tu trouves cet équilibre ou pas encore? Mais tu sais que tu vas le retrouver, du coup, tu patientes? Pour être honnête, je l'ai pas encore trouvé, clairement. On est honnête ici. Pour être totalement honnête, je l'ai pas encore trouvé, mais voilà, c'est du travail. Après, ça va que je suis avec mon meilleur pote, je suis avec mon frère. On arrive toujours à se détendre, on arrive toujours à profiter aussi. Moi, je fais beaucoup de rando, je fais beaucoup d'escalade. Donc, c'est vraiment aussi le plaisir de faire tout ça en dehors de mes heures de boulot. Mais voilà, c'est quelque chose que je me dis que dans quelques années, si je travaille autant, c'est aussi pour dans quelques années être un peu plus tranquille, quoi. Tu m'as parlé de rando, etc. On sent qu'il y a une passion, comme je disais. Est-ce que c'est un insight identifié auprès de ton public cible? Est-ce que tu ressens ou est-ce que tu as pu identifier du côté des consommateurs un besoin après Covid notamment, de se reconnecter un peu avec la nature, de repartir un peu en week-end, ou de quitter un peu plus tôt le taf et d'y aller plus en métro ou en bus? Mais est-ce que t'as senti ça aussi? Est-ce que c'est un indicateur pour vous, pour déployer votre produit? Bien sûr, après quand on l'a sorti, on pensait pas forcément à ça. Mais clairement, aujourd'hui, on le voit bien de toutes les manières, hein. La population a envie de sortir des grandes villes, la population a envie de profiter de la montagne. Tu vois, toutes les communautés de van life qui commencent à apparaître, les communautés de randonneurs. Aujourd'hui, les Alpes françaises en été, elles sont pleines. Je pense que c'est ça que les gens cherchent aussi. C'est cette liberté, c'est cette nature due au Covid et due à tout ce qu'on vit en ce moment, quoi. Ton produit, on peut le qualifier d'innovant. Ça sert à rien de dire de pas mettre le mot-clé, c'est innovation. Est-ce que c'est engageant en termes de qualité produit? Est-ce que c'est un boulot de sortir un produit avec des bons matériaux? Et est-ce que le mot innovation, il te met une certaine pression? Tu sais, lorsqu'on sort un produit qui est pas forcément innovant, mais il y a une demande, très bien, je fais un business, c'est cool. Là, aujourd'hui, vous avez quand même un maître mot qui est innovation, le produit n'existe pas, on vous attend un peu, tout le monde en a rêvé de ce produit-là. Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que ça vous colle à la peau, le mot innovation? Est-ce que ça fait partie de votre ADN? Je pense que la pression nous colle à la peau de toutes les manières, parce que quand tu sors un produit qui n'existe pas et qui est attendu, en tout cas qui est autant attendu pour nous en interne, et avec toute l'énergie qu'on donne pour le sortir, bien sûr qu'il y a la pression. Il y a la pression sur les matériaux, il y a la pression sur le produit en lui-même, il y a la pression sur la production, sur nos fournisseurs, surtout qu'on se fournit un peu dans le monde entier. Il y a la pression aussi sur les médias qui parlent de nous. Enfin, il y a la pression, vraiment, ça englobe tout type de pression. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que de toutes les manières, on va faire au mieux. On va sortir un produit français, tout du moins assemblé en France. Et on va essayer de respecter au maximum toute la partie écologique, on va dire, de notre chaîne d'assemblage et de notre chaîne de production. Parce que voilà, comme tu l'as dit auparavant, moi j'ai quand même été paysagiste pendant 3 ans, donc j'ai un certain respect pour tout ça, quoi. Donc c'est aussi le but. Mais est-ce que ça t'a aidé, justement, on peut revenir là-dessus, mais est-ce que ce parcours un peu en dehors des clous, il t'a aidé sur les bonnes questions à se poser, sur aussi la valeur travail aussi, parce qu'on se rend compte, et c'est important, lorsqu'on fait des métiers plus manuels, ou en tout cas où on est dans le dur physiquement, on prend un peu plus de hauteur, on se rend compte de certaines choses, que ça t'a aidé? Je pense que ça m'a aidé surtout dans le rythme de travail. Ça, depuis tout jeune, dû à ce métier-là et à ce que j'ai pu vivre avec ma famille, c'est vraiment le côté rythme.
Donc se lever à 4h du matin, terminer sa journée à 20h, 21h, ça c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que c'est de la pression, c'est du stress permanent. Je pense que tu le sais aussi bien que moi, gérer des hommes c'est le plus complexe. Gérer l'humain c'est ce qui t'apprend le plus pour moi. Et ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé ça. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Aujourd'hui, si on se projette dans 6 mois, où est-ce qu'on vous voit, et peut-être aussi dans 3 ans, j'aimerais bien ta réponse là-dessus, parce que c'est vrai que souvent on a une vision un peu court terme sur ce genre de lancement produit, donc j'aimerais que tu me parles, ouais, dans 6 mois vous êtes où, mais surtout dans 3 ans vous êtes où? Dans 6 mois déjà, on a été invité récemment au CES de Las Vegas. Donc on va lancer notre financement participatif donc à la veille du CES de Las Vegas. Petit event tech et innovation pour ceux qui connaissent pas, qui est en train de grandir petit à petit. Donc voilà, qui est le gros événement après Vivatech, voire avant Vivatech, mais maintenant Vivatech est passé devant. Vivatech a dépassé, ouais. Mais là je pense qu'ils vont mettre le paquet cette année pour les redépasser. Mais voilà, qui est le gros event tech et inno. Donc c'est ça, donc là c'est à 6 mois, c'est ça, c'est vraiment notre financement participatif, tout le lancement de notre première production. Là on est aussi en recherche de fonds, donc c'est des fonds d'amorçage. L'année prochaine ce sera une levée de fonds. L'industrialisation de notre produit qui est en train de se faire donc pour rendre un prototype qui a été imaginé dans le grenier de chez ma grand-mère pour le rendre viable et distribuable à tous. Histoire vraie. Histoire vraie. Il faut en jouer. Histoire vraie, bien sûr, il faut en jouer, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais Big up à la mamie. Big up à la mamie, il y a toujours des batteries au fait, fais attention, n'y touche pas. Mais big up à elle, c'est sûr. Mais donc ça c'est aussi l'histoire et je pense que dans 3 ans, nous c'est d'avoir développé déjà E-Line, le groupe Squill, bien sûr, enfin, le groupe E-Line, mais la marque Squill, avec 2 autres produits. Donc, un produit City, vraiment pour la ville, donc plus léger, plus adapté à la ville, entièrement fait pour le bitume, on va dire. Et un autre produit, par contre, là, vraiment sport extrême, donc pour faire de la course, pour faire vraiment du terrain, plus grosse roue, suspension. D'accord. Donc, vous allez séparer les deux. Vous aurez 2 produits? 3 produits. 3 produits. Donc, le premier qui est un peu hybride. Un peu hybride, un peu les deux. Un deuxième qui est full bitume, full ville et qui est fait pour ça, avec stabilité, etc. Un peu moins rapide aussi, j'imagine. Et le côté un peu plus fun avec l'outdoor 100%. Tout terrain, etc. Quoi. Et après, à terme, le but, c'est de faire un produit enfant. Donc voilà, ça on verra bien. Et il y a aussi il y a un autre axe de développement qu'on aimerait vraiment utiliser. C'est sortir un produit qui est non électrique, en réutilisant bien sûr notre système de pivot de la roue avant pour réutiliser les infrastructures déjà présentes dans nos montagnes. Avec le manque de neige, etc., elles sont plus utilisées. Il y a eu des milliards d'investissements dans nos belles montagnes françaises et les montagnes du monde entier pour réutiliser ces infrastructures-là en été comme en hiver. Ça, c'est les 6 prochains mois ou dans 3 ans? Ça, c'est dans 3 ans. Ah, ok. C'est ça. En termes de brevets, j'imagine qu'il y a un travail d'intelligence économique, voilà, on va dire les termes, de veille, de sécurité aussi, pour les protéger. Comment vous avez géré ça, sachant que c'est du juridique et c'est pas forcément ce que tu as appris avec tes collègues paysagistes. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est comment on fait, est-ce qu'on s'entoure d'experts, est-ce que tu travailles le sujet tout seul, sachant que le brevet, voilà, on va être transparent, il y a des gens qui sont plus riches que toi, qui voient ton produit, il est pas protégé et te le piquent. C'est assez simple. Hein. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance, c'est que Antoine, la première fois qu'il a, quand on a monté la société, en fait, il a rencontré une personnalité en Normandie, qui était responsable développement chez l'INPI, donc c'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et qui nous a permis, en fait, de nous accompagner dès le début, et surtout de nous subventionner, parce qu'un brevet, c'est pas gratuit. Et vu qu'on en a plusieurs, ça a un certain coût. Et en fait, il nous a vraiment accompagnés de A à Z et il nous accompagne toujours. Donc, je le remercie beaucoup aussi pour ça. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça parce que, comme tu disais, aujourd'hui, même si on dit que l'argent ne régit pas le monde, faut faire gaffe, clairement. Faites attention quand vous posez des brevets, quoi. C'est un peu l'idée. Est-ce que le Made in France, ou en tout cas le côté français que vous avez, t'aide un petit peu dans le business? Est-ce que tu sens que certains investisseurs prennent goût à votre projet grâce à ça, ou c'est un argument en plus, la fameuse French Touch? Oui, clairement oui, mais bon, c'est encore une fois, ça dépend de nos valeurs, ça dépend de ce que nous on a envie. On peut très bien accepter de l'investissement qui vient du pétrole ou qui vient comme à Vivatech, on a été contacté par beaucoup de personnes. Nous, c'est pas dans nos valeurs. Nous, on veut vraiment rester sur des investissements propres, on va dire, et sains et qui sont viables sur le long terme, quoi. Donc voilà. Mais c'est sûr que ça aide. La France, de toute manière, le Made in France aide dans tous les sens. Aujourd'hui, est-ce que tu as une stratégie particulière au niveau des ambassadeurs? On le voit beaucoup aujourd'hui. Certaines entreprises
font appel à des ambassadeurs, des entreprises qui grandissent. Je prends pas l'exemple de grosses marques qui bossent avec des influenceurs, mais plutôt des jeunes entreprises qui font un vrai travail de programme ambassadeur, notamment sur LinkedIn beaucoup, avec des tests produits ou des mises en avant des services et des produits. Est-ce que ça rentre un peu dans votre stratégie de se dire, on va se faire un petit pool de différents personas et on va les engager avec, voilà, effectivement, des Luc ou des Jean-Michel ou des Jessica qui sont urbains et qui vont tester tes produits, qui vont être ambassadeurs, mais aussi des riders. Est-ce que ça fait partie de votre strat ou vous l'avez en tête ou pas tout de suite? Non, ça fait entièrement partie de notre stratégie. Mais voilà, comme je l'ai expliqué au début, nous, de base, on s'appelait Eline. Aujourd'hui, on a décidé de créer différentes marques, dont Squill. Donc là, le site internet va sortir pour fin octobre. Et en fait, tous nos gros coups de communication vont arriver à ce moment-là. Et en fait, toute cette partie influenceur et personnalité connue, on va dire, dans le domaine du sport, que ce soit du sport extrême, du roller ou du ski, bien sûr, vont arriver à partir de début novembre, on va dire. Okay. Donc voilà. Mais le but, c'est vraiment d'avoir 1 ou 2 représentants, 2 de préférence, un homme et une femme, d'ici 1 mois et demi. Aujourd'hui, vous êtes 3 dans l'équipe. Tu m'as dit que vous bossiez aussi avec des free, avec des alternants. Est-ce que c'est particulier de passer du côté du recruteur? Est-ce que ça demande un peu de prise de recul? Est-ce que c'est facile à gérer? Je pense que pour la petite anecdote, moi quand j'étais en logistique ou même dans le paysage, j'en ai beaucoup voulu à mes patrons. Parce que voilà, ils répondaient pas à tes mails, ils sont jamais dispo, ils sont toujours dans le jus, ils vous envoient des missions au dernier moment, c'est jamais très bien organisé, entre guillemets. Et en fait, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, c'est là que tu te rends compte que, en fait, il y a tellement de choses à gérer que, tu peux pas tout faire. Et tu priorises. Voilà, clairement. Je dis pas qu'il faut délaisser le salarié, absolument pas. Le salarié, c'est le principal, c'est ce qui fait toute ta société, ça c'est clair. Mais je trouve qu'il faut aussi être réaliste et se rendre compte de la vie de chacun. Et je pense que surtout quand tu montes une start-up, je parle pas sur les grands groupes qui sont déjà bien organisés avec des process bien en place. Ou quand on débute, quand on est une start-up, les process sont pas forcément en place. On avance. Je pense que même j'ai un pote dans la com a dû le connaître, même si ça date d'il y a 10 ans. Ou Charbon a dû le connaître aussi, mais c'est... je pense qu'il faut le prendre en compte. Mais c'est ce que je dirais, quoi. Aujourd'hui, le produit, il est en développement. Est-ce que toi, c'est un produit qui t'a fait rêver? Est-ce que toi, tu l'attendais à titre perso? Est-ce que c'est ça qui t'a motivé? Ou est-ce que tu t'es dit non, c'est une opportunité? Moi, le besoin, j'en ai pas vraiment. Est-ce que c'est ça qui a été le moteur, le côté, en fait, je veux ce produit, donc je vais me le créer. Et peut-être que je vais le commercialiser et je vais en faire un business. Est-ce que ça a été un élément de ta réflexion sur, c'est mon produit, il n'existe pas, je veux le faire naître? Déjà, pour vraiment bien clarifier les choses, c'est Antoine, mon frère, le créateur du produit. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a tout développé. Et quand, en fait, depuis 7 ans, tu vois ton frère qui développe un produit en dehors de ses heures de travail et qui s'acharne pour réussir à y faire quelque chose, et qu'en fait, quand tu le testes, tu retrouves des sensations exceptionnelles, c'est là que tu te dis que, il faut y aller et il faut le commercialiser. Mais le but premier, non, c'est de répondre à son besoin personnel, de répondre à sa passion. Et je pense que c'est ça le principal. Et c'est en répondant à une passion qu'on pourra créer le besoin. Et c'est là l'idée, quoi. Tu fais appel justement à ce sentiment un peu, effectivement, là, de passion. Est-ce que tu joues avec ça sur les coms qui vont sortir? Est-ce que tu vas tirer ce fil-là de côté un peu passion, côté un peu riders, comme tu disais, et pas uniquement serviciel, produit, pour t'amener d'un point A à un point B, safe? Est-ce que tu vas jouer un peu sur le côté sensation? Bien sûr, et même aussi beaucoup sur le côté humain. Je pense qu'aujourd'hui, les gens s'attachent plus à l'humain qu'à un produit. Donc je pense qu'il faut plus jouer sur vraiment ce côté l'histoire, la passion, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et de quelle manière on le fait, et qu'ils sachent qui on est aussi. Donc je pense que ça, c'est vraiment primordial. Donc oui, on va jouer là-dessus. Est-ce que tu peux me dire, c'est évidemment la question importante de ce podcast-là, ta définition d'aller au charbon, de charbonner? Moi, quand j'étais dans le paysage, je pense que la définition de charbonner, c'était vraiment, tu te lèves à 4 heures, je prenais 1h30 de transport pour aller au boulot, donc 1h30 le matin, 1h30 le soir. Je rentrais, il devait être 20h, 21h. À l'époque, c'était ça, charbonner. C'était vraiment un travail physique. On portait des sacs de ciment jusqu'au 5e étage toute la journée. On travaillait sous la neige, sous le vent, sous la pluie. Ça, c'était charbonner à l'époque. Aujourd'hui, charbonner, je pense que c'est plus vraiment un mood, c'est vraiment un état d'esprit. De se dire, voilà, je fais quelque chose, mais je le fais à 100%. J'en rêve la nuit. Quand je me réveille le matin, j'y pense. Quand je me couche le soir, j'y pense aussi. Et je vais tout faire pour que mon projet, mon but devienne une réalité. Peu importe les chemins par lesquels je passe. Et c'est ça, charbonner pour moi aujourd'hui. C'est vraiment l'idée, quoi.
Est-ce que tu peux me dire comment tu gères les expertises que t'as pas? C'est important pour ceux qui nous écoutent aussi. Il y a parfois un peu l'idée de se dire il faut que je me forme sur tout, il faut que je sois bon partout. Et au final, quand t'es moyen partout, bah t'as pas ton expertise propre. Il y a plusieurs visions. Est-ce que tu délègues les expertises que t'as pas, tu payes des gens dont c'est le métier et tu prends les meilleurs pour t'aider, ou est-ce que tu te dis je vais être bon là-dessus et je vais moi-même me monter en compétences? Et parce que là aujourd'hui le produit se développe, donc il n'y a pas forcément énormément de cash. Et le cash, il va un peu régir cette réflexion. Voilà, j'ai de l'argent, je prends quelqu'un, j'ai pas d'argent. La valeur, je l'achète pas, je me la crée et c'est moi qui deviens expert. Je pense que de toutes les manières, on peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de bonnes personnes principalement, qui sait aller chercher des contacts, aller chercher des spécialistes, comme je viens de le dire, pour vraiment que chaque mission, chaque évolution de la société se fasse correctement. Et je pourrais jamais tout faire et mes deux associés non plus. Par exemple, on n'est pas spécialisé en marketing, on se fait accompagner par des sociétés spécialisées en marketing. Donc oui, c'est un investissement, c'est un coût. Mais je pense que le but principal, c'est vraiment d'apprendre au quotidien, de se renseigner autant qu'on peut se renseigner. Parce que c'est bien beau d'aller voir une société, je prends l'exemple du marketing par exemple, qui peut vous proposer tout et n'importe quoi en fait. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance dedans, dans tous les domaines, on va dire un peu, pour pouvoir travailler avec des bons prestats, quoi. Et je pense que c'est le principal. Après, comme tu disais, bien sûr, c'est en termes d'argent, on est au début, on est en fond d'amorçage, donc c'est le début. L'argent régit un peu aussi tous ces prestats avec lesquels on va travailler et de quelle manière est-ce qu'on va faire les choses. Il y a des choses, forcément, on aimerait passer par des sociétés exceptionnelles qui sont connues dans le monde entier. C'est un coût, c'est un budget, on peut pas se le permettre. Donc le but, c'est, je pense qu'il faut y aller, faut pas avoir peur. Et surtout, encore une fois, il faut bien s'entourer. C'est le principal. Ok, c'est un peu ce conseil-là qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent finalement, le côté y aller, foncer, bien s'entourer aussi. Est-ce que t'as une temporalité en tête bien précise, ou est-ce que tu avances à la semaine, au mois? Tu nous as fait un plan assez clair sur ce qui va se passer avec le CES, etc. Est-ce que ça reste très clair, ou malgré tout, ça peut rester un peu flou parfois pour toi sur la rapidité d'évolution? On a nos objectifs, ouais. Ça c'est clair. Ouais. On a nos deadlines, on a des choses qui sont impératives, qu'on peut pas décaler. Après, bien sûr, je pense que beaucoup de personnes se retrouveront en moi. On peut jamais prévoir ce qui se passe demain. Une rencontre, c'est bête à dire, hein, mais on est dans un salon, dans un café, on rencontre quelqu'un. Ça peut changer tout votre axe de développement, et tout votre rétro-planning, il peut être changé du jour au lendemain. Donc je pense qu'en fait, il faut savoir rebondir. Ça, c'est le principal. Et il faut tenter, quoi. Mais c'est clair que on a une temporalité qui est assez claire, mais tout change et tout évolue. Ça, c'est clair et net, par contre. Donc rencontrer des gens, s'entourer, sortir, du coup, tu m'as parlé de café et de salon, ça veut dire sortir, et pas uniquement être dans son grenier pour bosser son produit. Surtout pas. Par exemple, nous, on vient de prendre nos bureaux dans un espace de coworking dans le 18e. On a rencontré un vidéaste qui est exceptionnel, qui nous a donné plein de conseils. On a rencontré des personnes en communication qui vont bosser avec nous, donc c'est génial. Et je pense que plus on parle de notre projet, plus on écoute les autres, plus on apprend. Je pense que c'est l'humilité, le mot d'ordre. Il faut savoir écouter, il faut savoir changer sa direction, changer son cap, entre guillemets. Se dire que y a des personnes qui ont plus de connaissances, qui ont plus d'expérience surtout. Et il faut les écouter, ces personnes-là, je pense. Romain, qu'est-ce qu'on te souhaite là sur les temps qui arrivent? On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à toi, à ton frère, à ton meilleur pote de chez Elaine? C'est une belle question. Franchement, moi, la première grosse step qui arrive là, c'est la réussite du crowdfunding. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de détermination et cette réussite, quoi. Ok, écoute, on t'en envoie. Les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, parce qu'on est filmé depuis cette année sur cette nouvelle saison, vont t'envoyer de la force. N'hésitez pas à aller regarder ce que fait Romain avec Elaine. Je pense que tu as tout ce qui va bien, qui va sortir très vite sur le site et les réseaux sociaux. Allez regarder tout ça. On arrive à la fin de cet épisode. Romain, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi, un grand plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous. Produit innovant, évidemment qu'on va suivre, évidemment que Laurent, mon associé, va tester les prochains, donc on va vous suivre de près, évidemment. Merci à toi, Romain, merci à tous de nous avoir écoutés et regardés, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon. Merci encore.